Bonjour à tous et à toutes. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter et puis effectivement, je vous parlerai un peu de la genèse, de l'histoire de ce dispositif Habitat inclusif. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Donc, j'ai une petite demi-heure pour vous présenter ce dispositif. Donc, je suis Kamal Alichra, chef de service pour une association qui s'appelle l'APSA, en Poitou-Charentes, en Nouvelle-Aquitaine. Association pour la promotion des sourds aveugles. On accompagne des personnes sourdes, déficientes visuelles et sourdes aveugles. L'APSA regroupe plusieurs pôles, un pôle enfant et un pôle adulte, avec plusieurs établissements. En ce qui me concerne, je travaille sur le pôle adulte, qui est composé effectivement d'un foyer d'hébergement, avec une annexe. Une annexe, c'est un dispositif pour les personnes qui sont à mi-temps et qui travaillent en ESAT. Mais aussi, je suis aussi responsable d'un service d'accompagnement à la vie sociale pour des personnes beaucoup plus autonomes et qui ont leur propre appartement. Et depuis peu, donc depuis 2021, 9 logements en habitat inclusif. Alors, je coordonne ces différents services en tant que chef de service. Euh, En fait, l'histoire, on a eu une réflexion avec les résidents, un projet qui date depuis 2014. L'idée, c'était de se dire, enfin, on était confronté à plusieurs problèmes. Le vieillissement des personnes accueillies, avec celles qui faisaient valoir leur droit à la retraite à partir de 60 ans, mais qui ne souhaitaient pas aller en maison de retraite. On avait aussi une difficulté, on avait aussi des personnes qui souhaitaient aussi arrêter de travailler et qui souhaitaient un dispositif à proximité des éducateurs et du service d'accompagnement à la vie sociale, par exemple. Il a fallu donc trouver aussi une solution pour ces personnes qui souhaitaient avoir leur propre appartement et surtout ne pas se sentir isolées parce que j'explique toujours qu'une personne sourde, effectivement, ça isole, mais une personne sourde aveugle, ça isole encore plus, quoi. Donc, l'idée, c'est effectivement de trouver un dispositif. Alors, le projet d'habitat inclusif de 9 logements s'est fait conjointement avec un autre projet, avec, avec un dispositif foyer d'hébergement pour l'APSA de 20 logements. On a sollicité en fait les personnes en leur demandant de nous écrire leur lieu de vie idéal. Même chose pour ceux qui allaient vivre en habitat inclusif. Euh, on s'est appuyé donc sur l'expérience d'un bailleur social qui s'appelle Habitat de la Vienne et qui avait comme partenariat un promoteur pour faire émerger ce projet de construction. Un projet très intéressant parce qu'on a fait participer aussi bien les résidents que les professionnels autour de ce projet. Chacun a précisé ce qu'il souhaitait. Anciennement, les résidents habitaient dans du collectif. Donc, l'idée du futur projet d'hébergement et de l'habitat inclusif, c'est vraiment d'avoir un appartement avec à disposition un coin cuisine, des normes PMR pour la salle de bain, pour les personnes qui étaient en difficulté psychomotrice, et puis que les appartements soient adaptés de dispositifs un peu techniques. Pour un déficient visuel, avoir un variateur de lumière, c'était important. Voilà. D'être un peu plus en sécurité, par exemple des flashs lumineux, pour ceux qui voyaient, bien sûr, si jamais il y avait une alarme qui se déclenchait, des détecteurs, voilà, tout un dispositif vraiment adapté pour les personnes sourdes, déficientes visuelles et sourdes aveugles. Alors, les professionnels se sont mobilisés pour adapter les outils de communication adaptés à chacun, parce qu'il a fallu que chacun puisse se représenter ce nouveau foyer de vie, ce nouveau dispositif. Il y a eu une construction de maquettes tactiles, il y a eu des choses en braille, voilà. Donc, le projet a été proposé à notre bailleur social, Habitat de la Vienne, qui a validé. Et en janvier 2021, il y a eu la première pierre qui a été posée.
2021. Non, 2019 par contre. Et par contre, c'est en 2021 qu'on a pu avoir les clés et puis bénéficier de ce dispositif. Alors, ensuite, il y a eu un appel à projet. Il y a eu la construction des appartements, mais il y a aussi ensuite un appel à projet dans lequel on s'est inscrit pour pouvoir bénéficier de financement pour embaucher une animatrice on appelle l'animatrice à la vie partagée. C'est elle qui propose, avec les besoins des résidents, des activités de loisirs auprès des résidents qui habitent en habitat inclusif. Voilà. Grâce à ce financement, on a pu embaucher. Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu trouver une animatrice qui puisse communiquer en langue des signes et qui puisse communiquer aussi en langue des signes tactile, parce que nous accueillons dans cet habitat des personnes sourdes aveugles. Mais aussi, alors elle peut bénéficier aussi d'une machine braille, d'une imprimante braille pour communiquer certains éléments en braille aux personnes qui utilisent le braille. Donc, je vais vous décrire un peu la partie habitat inclusif qui est composée de 9 logements. Ils font environ 42 mètres carrés qui répondent bien aux normes PMR au niveau salle de bain. Il y a un salon, un coin cuisine, une chambre séparée et une salle de bain avec WC. Voilà. Alors, ce qu'on souhaite quand un résident intègre le dispositif habitat inclusif, c'est qu'il soit accompagné soit d'un service d'accompagnement à la vie sociale pour éviter tout ce qui est isolement et difficultés. C'est le cas pour tous les résidents qui sont dans ces appartements. Alors, c'est très varié. On a des personnes qui ont fait valoir leur droit à la retraite. On a des personnes qui sont en cessation d'activité. Et puis, on a aussi des personnes qui travaillent, mais qui sont à mi-temps à l'ESAT à proximité. À proximité des logements, ce qui est important et très utile, c'est une grande salle commune. Les dispositifs habitat inclusif sont à peu près conçus sur le même modèle. Vous avez des appartements qui sont à proximité et enceinte ou à proximité, une salle commune dans laquelle les personnes viennent partager soit un repas, soit fêter un anniversaire, soit accueillir un intervenant extérieur. En fait, tout est à construire avec l'animatrice ou l'animateur de vie partagée. C'est les résidents qui décident de comment ils vont utiliser cette salle. Là, lors de la création, c'était on souhaite se rencontrer pour un repas le jeudi soir. Donc, régulièrement, le jeudi soir, les résidents préparent un repas ensemble et participent à une soirée autour d'un repas. Mais ça peut être aussi juste se rencontrer, discuter, partager un café ou faire intervenir une personne extérieure sur un thème précis. Là, dernièrement, il y a eu un intervenant qui est venu, c'est un intervenant autour de la médiation animale. Alors, la personne est venue avec des chiens. Voilà. Alors, depuis 2021, la grosse difficulté, effectivement, ça a été de trouver une animatrice. Et depuis l'embauche, vraiment, c'est un dispositif qui fonctionne très bien et auquel les participants adhèrent. Parce que un dispositif habitat inclusif, c'est, comme je vous le disais au début, c'est éviter tout ce qui est isolement. Donc là, ça fonctionne très bien. Les personnes sont bien repérées dans l'espace.
il est sur plusieurs niveaux, donc vous pouvez accéder au premier étage aussi bien par l'escalier que par l'ascenseur pour les personnes qui sont en difficulté motrice. Donc c'est agréable et facile d'accès pour chacun et chacune. Alors, je vais vous parler quand même, je vous ai parlé des choses qui sont positives, mais je vais vous parler de difficultés qu'on a rencontrées quand même. On a rencontré des difficultés sur la gestion locative de ces appartements. Parce que moi, je suis chef de service, mais à l'origine, je n'étais pas gestionnaire d'appartements. Et lorsqu'on s'est rapproché du bailleur social, pour pouvoir bénéficier de ces appartements, il a fallu qu'on prenne la gestion de ces appartements. Parce qu'on avait promis aux résidents que dans ce projet, il y avait des appartements qui allaient leur être dédiés. Et le bailleur social nous a dit qu'il fallait passer par une commission et donc on allait perdre effectivement ces appartements. Donc on a choisi la gestion locative, mais c'est tout un métier. Bon, on s'est quand même fait aider. Il a fallu apprendre à calculer le montant des charges, élaborer des contrats de location, faire des états de lieux. Donc, on a peut-être eu les clés en 2021, mais il a fallu quand même 6 mois, mai 2021, pour qu'on puisse calculer le montant des charges et pouvoir proposer une quittance de loyer qui soit au plus juste pour les habitants de l'habitat inclusif. Bon, les difficultés, je vous en ai parlé, c'était aussi de l'animatrice habitat inclusif. Hein. On a mis un peu de temps pour la recruter. Et maintenant, c'est fait. C'est principalement les difficultés qu'on a rencontrées. Maintenant, on est sur un dispositif qui fonctionne très bien et où les personnes sont satisfaites. Voilà, petit bémol quand même. C'est sur l'accessibilité, puisqu'on est, il y a une route, il y a une route qui traverse. Donc, on n'est pas encore au point sur. Bon, on a des ralentis au niveau des feux, mais on aurait aimé un dispositif beaucoup plus élaboré pour le passage piéton. Voilà. Voilà. En tout cas, on est vraiment satisfait parce que ce dispositif d'habitat inclusif est vraiment une alternative aux personnes suffisamment autonomes et qui ne souhaitent pas tout de suite aller vers un établissement pour personnes âgées. Là, on a actuellement Xavier qui a 66 ans, qui est encore dynamique et qui ne souhaite toujours pas aller en maison de retraite, c'est son droit. Et donc, ce dispositif lui permet de vivre dans un habitat à proximité d'éducateurs, de ses amis aussi, et de gérer sa vie comme il l'entend. Voilà. Voilà, alors dans le dispositif, on a eu quand même la chance de se rapprocher du constructeur pour l'adaptation des logements dont je vous parlais tout à l'heure, pour les personnes avec handicap sensoriel, mais aussi pour les personnes qui ont des difficultés visuelles. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur l'habitat inclusif. Je suis peut-être allé un peu vite, je suis vraiment désolé. Mais Je vous en prie, c'était déjà très intéressant. Et puis, je pense qu'on peut aussi relancer sur déjà des questions qui sont déjà parues auprès des personnes qui nous écoutent. Il y avait une question qui a été posée sur la formation de l'animatrice de vie partagée. Oui, alors la formation de vie partagée, elle est éducatrice en fait, elle est éducatrice spécialisée. Elle a fait une formation à l'Institut régional du travail social. Alors on a beaucoup de chance parce que on l'a recrutée, elle faisait partie de notre association. Voilà. Donc une connaissance de la surdité, une connaissance des personnes sourdes aveugles, voilà. Mais c'est plutôt dimension éducative. Nous, notre fiche de poste, on a recruté, la fiche de poste, c'est
éducatrice spécialisée. D'accord, très bien. Il y avait une deuxième question qui était, de demander si, est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes pour accéder à ce type d'habitat? Et si oui, comment vous avez pu, sélectionner les profils? Alors voilà, oui, il y a eu beaucoup de demandes. Maintenant, on a sélectionné les profils sur dossier et puis surtout, ce qui était important, c'est que les personnes puissent avoir un service d'accompagnement à la vie sociale. Donc, c'est ceux-là qui ont été recrutés en priorité. Pourquoi? Parce que notre association, on est juste gestionnaire des appartements. Les personnes, une fois qu'elles sont dans les appartements, il doit y avoir un étayage autour d'elles pour un accompagnement. Maintenant, si vous êtes autonome et que vous n'avez pas besoin d'accompagnement éducatif ou de tierces personnes, l'appartement vous est loué. Mais la condition, effectivement, il faut être en personne en situation de handicap avec suffisamment d'autonomie. Voilà. D'accord. Alors ça me permet de rebondir sur la question suivante, en fait, qui est, quel est le profil des personnes accueillies en termes de communication des personnes? Si c'est des personnes oralisantes avec, langue des signes D'accord. française, d'autres, Alors, notre dispositif, honnêtement, il est plutôt fléché personnes sourdes, handicap sensoriel. OK? Mais demain, si j'ai un candidat qui est oralisant et qui souhaite vivre dans ce dispositif, je ne serais pas opposé. Il faut juste qu'il se rende compte, qu'il sache que ce dispositif, il y a des personnes sourdes, déficientes visuelles, voilà. C'est pas rédhibitoire. Voilà. d'accord. En fait, OK. ce dispositif, pour moi, c'est un pied à l'étrier. Vous pouvez y rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais j'ai en tête une candidature. Alain, il est resté 2 ans, et puis après, il s'est dit, tiens, maintenant, je vais plutôt aller dans un établissement pour personnes vieillissantes. Voilà. Là, j'ai André, 42 mètres carrés, l'appartement. Il voulait quelque chose avec un jardin. Ben voilà, il va avoir un appartement à proximité de Poitiers. Voilà, ça tourne. Demain, s'il y a quelqu'un qui est oralisant et qui souhaite cet appartement, la condition, c'est vraiment être personne en situation de handicap. C'est tout. D'accord, très bien. Et il y avait une autre question qui était, vous avez parlé tout à l'heure du variateur de lumière. Est-ce qu'il y a d'autres adaptations techniques, qui ont été mises en place? Oui, pour les personnes sourdes, il y a un dispositif de flash lumineux. Voilà. Il y a un dispositif que vous pouvez brancher sous votre matelas et qui est un dispositif vivant. Il y a pour les personnes qui voient un dispositif c'est un interphone avec vidéo. Voilà, c'est Mmh. incrusté et vous pouvez ouvrir la porte d'entrée extérieure si vous reconnaissez la personne. Voilà, c'est une vidéo. Il y a des variateurs de lumière, le choix des peintures aussi, on a pu pour les contrastes, etc. Les numéros d'appartement qui sont en braille aussi pour chaque appartement. Voilà, ce genre de dispositif. Très bien. Vous aviez évoqué aussi, le principe de pair aidance qui est opéré aussi, au niveau Ouais, ouais. de votre Oui, oui, c'est bien de me le rappeler, Renaud. C'est l'idée, on a une animatrice pour 9 appartements. Bien sûr que là, quand vous avez des personnes sourdes, déficientes, vous ne pouvez pas vous occuper des 9 personnes à la fois. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une paire-aidance entre habitants sur l'activité, de la préparation d'un repas, d'une sortie. Voilà. Là, on y tient vraiment et ça marche. Ça marche. Ouais, ouais. L'idée, c'est pas de recréer des choses où chacun est isolé dans son appartement. C'est voilà, tu participes aux activités, mais si tu peux aider un autre habitant, t'es le bienvenu, quoi. Voilà. Faut mmh, s'aider mutuellement. L'idée, c'est ça. C'est faut s'aider par de la pérédance, quoi. ouais, Et ça marche. Ça marche.
D'accord. Il y a rien d'institutionnalisé, tout est fait, en lien, Non, ouais, il n'y a rien. Enfin, oui, je vous ai coupé, excusez-moi. Non, il n'y a rien qui est non, non? institutionnalisé. Non, non, il n'y a rien qui est institutionnalisé. C'est, on souhaite que ça soit une démarche individuelle. Bon, bien sûr, l'animatrice favorise ça. Et puis, vous venez pas dans la salle de vie partagée, et puis vous vous asseyez, et puis non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mmh. On participe chacun. Il y a une charte de vie partagée. On a construit, si. Ce qui est institutionnalisé, c'est quand même il y a une charte de vie partagée. Voilà. Qu'est-ce qu'on y fait, comment, et voilà. D'accord. Il y a une autre personne, parce que pour rebondir sur les adaptations techniques, parce que c'était dans cette lignée, qui demandait s'il y avait des choses de spéciales dans la cuisine ou la téléphonie, par exemple? Alors la téléphonie, c'est dans la téléphonie, non. Dans la téléphonie, chacun, pour ceux qui l'utilisent, hein, il y en a qui nous on travaille beaucoup avec des applications sur les smartphones, bien sûr, le FaceTime, la visio. On a fait une formation sur le 114. Voilà, je ne sais pas si Mmh. vous connaissez, mais chacun a une application dans son téléphone pour appeler le 114 en cas d'urgence. Ça, c'est pour les personnes qui ont quand même une maîtrise du téléphone, qui ont une base de vocabulaire et qui savent utiliser un téléphone avec le logiciel. Mais ça marche, ça marche. Après, non, après, il n'y a pas d'autre D'accord. utilisation. Non, je vois pas. Au niveau de la téléphonie, non, non, au niveau de la téléphonie, c'est vraiment chacun à son smartphone. Du coup, D'accord, très bien. Concernant, bah, encore sur on va dire la liste d'attente ou les personnes accueillies, est-ce qu'il y a d'une part, des personnes accueillies d'autres régions, que celle de la Vienne, où vous êtes? Ou, est-ce qu'il y a une liste d'attente? Et sinon, bah, de quelle durée d'attente en moyenne, il y a pour une place, sur le logement inclusif? alors, les personnes viennent de toutes les régions. C'est pas dédié uniquement à Nouvelle-Aquitaine. Euh, Pendant un an, il n'y avait pas de liste d'attente, mais là, ça commence. Voilà. Après, la durée est très difficile. André va bientôt partir. J'ai déjà quelqu'un qui va prendre la suite, mais pendant 2 ans, ça n'a pas trop bougé, quoi. À part Alain qui est parti, mais c'est très fluctuant. Honnêtement, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. On en est vraiment. Ça fait 3 ans d'ouverture, donc je n'ai pas encore suffisamment de recul, mais je suis en train de réfléchir. Par contre, oui, je pense que là, dans les 3 4 ans à venir, il y aura un, voire deux départs. Personne vieillissante, il y a un moment donné, il y aura peut-être des choix qui seront faits vers une maison de retraite. Voilà. Je pense qu'il y aura un ou deux départs dans les années à venir. Très bien. Bah, je vous remercie et puis on va passer à la présentation du C4, par, Romain Etienne. Alors je vais juste vous permettre de pouvoir présenter. Ouais, s'il vous plaît. Très bien. Alors bonjour à tous. Donc moi je suis Romain Etienne, je suis ergothérapeute du CICAT Lorraine depuis un peu plus d'un an maintenant. Je vais faire du coup aujourd'hui une présentation sur l'association Fondation Bompard et le CICAT Lorraine. Pour commencer, je vais vous présenter un petit peu l'association Fondation Bompard qui est le siège de mon service. L'association Fondation Bompard est donc une association qui est de base un accueil d'adultes en situation de handicap. Donc pour toute personne avec donc soit des adultes polyhandicapés, autistes, atteints de la maladie de Huntington ou des adultes handicapés vieillissants. Pour rebondir sur justement les adultes handicapés vieillissants, il y a un accueil en EHPAD fait au niveau de l'association Fondation Bompard avec plusieurs EHPAD, notamment avec une expertise sur la maladie d'Alzheimer. Plusieurs places sont dédiées aux personnes atteintes de maladie d'Alzheimer au sein des différents établissements de l'association. Euh, et on a également un service d'aide et accompagnement
à domicile avec un SIAD pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, une équipe spécialisée Alzheimer à domicile, une plateforme de répit pour les aidants également. Et donc pour finir, le CICAT Lorraine, qui fait partie du dispositif ECLA, dont on parlera juste après, et qui a une expertise dans la CAA. CAA qui signifie communication, pardon, alternative améliorée. Voilà, sur cette petite carte, juste ici, on voit les différents établissements de l'association, notamment en Moselle, avec deux établissements seulement en Meurthe-et-Moselle, donc qui tend à se développer par la suite. Euh, voilà, c'est un petit peu pour situer sur le territoire lorrain et sur la France un petit peu les différents établissements. Le CICAT, donc le Centre d'information et de conseil sur les aides techniques, donc le CICAT Lorraine, c'est donc un service qui est spécialisé en information, conseil, préconisation, dans tout ce qui va être les aides techniques, les aides technologiques ou encore l'aménagement du logement. C'est devenu le CICAD à partir de 2014. Avant, c'était le SMHD, donc le service de maintien à domicile. Voilà. Donc, au niveau du CICAD, il y a différentes missions qu'on va voir juste après. Euh, voilà, pour faire un petit récapitulatif, on a l'équipe qui est juste ici avec une chef de service, une responsable, qui n'est pas ergothérapeute, qui est ingénieur biomédical et qui va s'occuper de différents projets. On a une assistante administrative qui va s'occuper justement de toute cette tâche de démarche de financement, de recherche de financement, d'accompagnement par la suite. Et on a 4 ergothérapeutes actuellement qui interviennent à domicile. Les moyens qui sont à nos dispositions, c'est qu'on possède plus de 200 aides techniques, nous, dans nos bureaux, dans nos locaux, ce qui va nous permettre de réaliser plusieurs essais avec les patients qu'on rencontre. On a également une possibilité de prêt par les revendeurs de matériel médical avec qui on collabore très très souvent euh, par rapport à ça. On a donc des utilitaires. Quand on intervient à domicile, on a une base des techniques dans nos utilitaires, ce qui nous permet déjà de, parfois sur une première visite, de faire des essais de matériel entre guillemets simple, mais on a une possibilité de revenir après par la suite également, si besoin, pour du matériel un peu plus spécifique. Donc ça, c'est vraiment sur cette partie aide technique. Sur une partie un peu plus aménagement du logement, on a une licence AutoCAD 2025 et on a SketchUp, ce qui nous permet donc de réaliser des plans d'aménagement du logement, notamment pour des patients qui auraient besoin de salles de bain adaptées ou alors d'appartements entiers adaptés. On a la capacité de pouvoir réaliser des plans totalement par rapport à ça. Quelques partenaires et réseaux par rapport au CICAT Lorraine. Donc, on retrouve la plateforme de répit. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je présente, mais on retrouve la plateforme de répit qui fait partie de l'association Fondation Montpart. On le sait, beaucoup de patients fonctionnent justement, enfin, beaucoup de patients ont des aidants familiaux. Et donc, la plateforme de répit va nous distribuer pas mal de dossiers, pas mal de demandes par rapport à ça. Mais on travaille également avec la MDPH de la Moselle, la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, on en discutera juste après. Et voilà, un petit peu tous les partenaires avec qui on travaille. On voit ici Arlor et Union et Solidarité, qui sont donc des bailleurs sociaux sur le territoire lorrain, pour qui on intervient sur l'aménagement du logement. Et on a donc le département de Moselle, pour qui on intervient essentiellement pour les aides techniques. Nos missions, voilà, je vous avais dit qu'on y revenait juste après. On a une grosse partie qui va être sur le diagnostic ergothérapique à domicile. Donc, pour vous expliquer un petit peu un dossier type, nous, les ergothérapeutes, on intervient à domicile une première fois sans vraiment trop d'informations. On va vraiment évaluer les besoins, que ce soit sur l'environnement architectural, l'environnement humain ou l'environnement technique par rapport à ce que nous dit le patient et ses aidants familiaux lors de la visite. On a une capacité de réaliser des essais, comme je l'ai mentionné juste avant, avec donc le parc d'aide techniques qu'on a à disposition ou du prêt de matériel par des revendeurs médicaux.
Et ensuite, on fait vraiment un accompagnement à l'acquisition du matériel. Donc, on intervient, on fait notre entretien, on évalue quels sont les besoins de la personne, on réalise les essais de ce matériel avec le patient et on accompagne également par la suite. C'est-à-dire sur toutes les démarches de financement, on va avoir un accompagnement à ces démarches pour que le patient puisse bénéficier de financement sur le matériel qu'il va vouloir acquérir par la suite. Et on a également une possibilité de mise à disposition du matériel. Je vous ai parlé de la CAA tout à l'heure. La CAA, qui est la communication alternative améliorée, c'est du matériel qui peut coûter parfois très très cher pour des patients qui ont des pathologies type maladie de Charcot, donc parfois des patients en fin de vie. On a la possibilité de mettre à disposition du matériel également sur une durée entre guillemets indéterminée par rapport à ça, ou parfois également sur une durée déterminée pour permettre aux patients vraiment d'apprendre, d'avoir un vrai apprentissage du matériel et de se familiariser également avec l'outil. Ça, c'est vraiment, on va dire, allez, 70 à 80% de notre activité. Et on a également une activité de sensibilisation, information et formation. Donc ça passe par des participations à des forums, des animations d'ateliers. On intervient au niveau de la Meurthe-et-Moselle, du Nord Meurthe-et-Mosellan parfois également, et de la Moselle sur des ateliers de gestes et postures, de sensibilisation aux aides techniques, euh, toutes ces choses-là. Voilà. Pour revenir sur cette partie de diagnostic ergothérapie, voilà, on retrouve un petit schéma de ce que je vous ai expliqué rapidement juste avant. On reçoit un signalement qui peut provenir de n'importe qui. La famille peut nous envoyer un signalement, ou ça peut être un intervenant professionnel qui nous envoie un signalement, comme ça peut être donc l'assistante sociale du département ou d'autres personnes. Voilà, on prend vraiment un signalement global par rapport à ça. On contacte la famille pour mettre un rendez-vous en place. Le rendez-vous est pris. Lors de la visite à domicile, comme je vous l'ai dit, on fait une évaluation. On fait une petite démonstration du matériel. Donc, soit si le patient n'a pas de souhait d'essai du matériel, ce qui peut arriver, on va au moins démontrer toutes les caractéristiques techniques du matériel, quels sont l'objectif de la mise en place à son domicile. Ou alors, du coup, on réalise des essais, ce qui est plus parlant également. Et on fait notre préconisation. On rédige un bilan par la suite de ça avec donc nos préconisations, notre compte rendu d'essai et tout ce qu'on met dans le dossier. Et dans le cas d'aménagement du logement, on fait la réalisation des plans. Et pour finir, comme je vous l'avais notifié juste avant, on a la notion d'accompagnement euh, avec une demande de devis faite auprès de revendeurs médicaux choisis par le patient. Donc c'est nous qui réalisons cette demande de devis avec les références qu'on met dans ce devis. L'instruction pour la recherche de financement, comme je vous l'ai dit. Et on peut réintervenir à domicile une fois l'acquisition du matériel faite pour une aide à la prise en main, pour un apprentissage de ce matériel. Et pour l'aménagement du logement, on va avoir quelquefois une visite de conformité. C'est-à-dire sur certains signalements, sur certaines demandes, on va accompagner à la réalisation de travaux. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire la demande de devis à l'artisan pour que le patient n'ait rien à faire par rapport à ça. Et une fois que les travaux sont finis, on réintervient à domicile pour faire une visite de conformité et noter que les travaux sont bien réalisés et que tout est bien adapté pour le patient. Le dispositif éclat, on l'avait vu un tout petit peu juste au début de la présentation pour le CICAT. Donc le dispositif éclat, c'est le dispositif d'équipe locale d'accompagnement aux aides techniques. C'est un dispositif qui est piloté par la CNSA, on l'a vu juste avant au niveau des partenariats, et qui est financé également par l'article 51 de l'assurance maladie. Aujourd'hui, on a quelques régions occupées par ce dispositif éclat, car on est encore en phase transitoire de l'expérimentation. On le voit à ce niveau-là, l'expérimentation de ce dispositif a débuté en septembre 2021 et depuis mars 2024, on est en phase transitoire pour après arriver à une généralisation sur le territoire, sur l'entièreté du territoire, pardon, pour que chaque région puisse avoir son éclat, son équipe locale. Le but d'Éclat va être d'améliorer l'accès et la bonne adaptation des aides techniques pour des personnes en situation de handicap, mais plus particulièrement pour des personnes âgées. C'est que toute personne qui a un besoin d'intervention à domicile puisse avoir
une intervention à domicile d'ergothérapeute, des préconisations et également savoir quels sont ses droits, qu'est-ce qu'elle, de quoi elle peut bénéficier, par exemple. Et ça va être également de mettre à disposition une réponse de proximité et neutre d'intérêt commercial sur la vente ou la location des techniques. C'est un petit peu ce que j'avais introduit tout à l'heure sur la notion de choix du revendeur médical par le patient. Nous, on est vraiment neutre d'intérêt commercial, c'est-à-dire que on travaille avec personne et avec tout le monde à la fois, comme j'aime le dire. Voilà, on n'a pas d'intérêt avec certains revendeurs ou quoi que ce soit, ou certains artisans pour l'aménagement du logement. C'est vraiment le patient qui fait son choix par rapport à ça. Et pour finir, un des derniers objectifs de l'éclat, ça va être de permettre le recours dès que nécessaire à une expertise sur les thématiques plus rares ou plus techniques comme justement les outils numériques, la basse vision, la CAA par exemple, ou sur des personnes ayant des troubles cognitifs. Donc on va être vraiment sur cette phase d'aide technologique, d'aide technique technologique. On retrouve justement un petit peu donc, nos missions au niveau d'Éclat. Nous, Éclat, on intervient sur toute la Moselle par rapport à ça et sur le nord meurthe-et-mosellan et également un petit peu avec dans le but lors de la généralisation d'avoir peut-être un territoire plus grand qui s'étendrait sur tout le territoire lorrain. Pour l'instant, on est vraiment sur la Moselle. Donc, on retrouve également ce schéma d'intervention comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Quelques chiffres par rapport à Éclat sur l'effectif cumulé en nombre. Euh, voilà, il y a 24 équipes éclat en France pour l'instant qui font partie de l'expérimentation et de la phase de transition. Voilà, sur le 13e mois par rapport à voilà, sur le 13e mois par rapport à ça, on est sur environ 15 000 dossiers traités par les 24 équipes. Nous, ici, sur le CICAT Lorraine, on est à 1758 dossiers par rapport à ça. Donc, on est vraiment sur quelque chose de grandissant et d'exponentiel par rapport au signalement et aux demandes qu'on a. On voit qu'Éclat est vraiment en train de devenir de plus en plus grand avec de plus en plus de personnes qui connaissent ce dispositif et de plus en plus de signalements qui apparaissent par rapport à ça, ce qui permet d'avoir des personnes qui n'auraient pas les moyens ou qui n'auraient pas de possibilité d'accueillir un ergothérapeute à domicile, mais qui auraient d'énormes besoins, bah, du coup, d'avoir quelque chose par rapport à ça. Je vous ai parlé du nord Meurthe-et-Mosellan. Donc, on voit la Meurthe-et-Moselle juste ici. Euh, Ici, on est sur un autre projet du CICAT, donc du Centre d'information de conseil sur les aides techniques. On va être sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie en Meurthe-et-Moselle. Donc, pour récapituler un petit peu, sur la Moselle, on va être sur Éclat globalement, et sur la Meurthe-et-Moselle Nord, on va être sur CFPPA 54. Quelle va être la différence? Au niveau du Nord Meurthe-et-Mosellan, on va intervenir pour des personnes qui auront plus de 60 ans et qui ont un GIR de 1 à 4. Je ne sais pas si le GIR parle pour tout le monde, mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu la note de l'autonomie, entre guillemets, si je peux dire ça grossièrement, par rapport au GIR. Donc, en fait, c'est tous les bénéficiaires de l'APA, de l'allocation personnalisée d'autonomie. euh, Parce qu'il faut savoir, pour avoir l'APA, il faut avoir plus de 60 ans et avoir un GIR entre 1 et 4. Ici, on va faire notre diagnostic ergo à domicile de la même façon que pour ECLA. Donc, on va évaluer les besoins, on va réaliser nos préconisations. Seulement, au moins, on va avoir cette phase d'accompagnement on va pas retrouver sur CFPPA 54 et qu'on retrouvera sur le côté de la Moselle. Par contre, on garde cette phase de sensibilisation, information et formation avec la réalisation d'actions collectives, notamment au niveau de l'habitat, de l'aménagement du logement, mais également sur la sensibilisation des aides techniques. Un autre versant que l'on a un petit peu introduit encore tout à l'heure, au niveau des bailleurs sociaux. On a vu Éclat, on a vu CFPPA 54, mais on intervient également sur tous les bailleurs sociaux qui peuvent faire appel à nous sur le territoire ici, Meurthe-et-Mosellan et Mosellan. Donc ici, on va intervenir à domicile, on va évaluer les besoins en termes uniquement d'aménagement du logement. Donc on ne va pas parler d'aide technique, on parlera uniquement d'aménagement du logement.
Et on va accompagner ces personnes justement dans l'aménagement du logement avec la réalisation de plans, avec de conseils et de préconisations par rapport à ça. Généralement, on envoie tout ça aux bailleurs sociaux qui réalisent les travaux par la suite. Voilà, encore quelques chiffres par rapport au CICAT Lorraine pour venir un petit peu résumer tout ça. En 2024, on est sur 1089 visites à domicile, ce qui concerne donc 1089 personnes aidées sur une année. On voit au niveau des différents projets que Éclat en violet foncé est vraiment ce qui prend la part la plus importante de nos visites. Les essais sont minoritaires quand même par rapport à ça, parce que justement, comme on l'a énoncé, je l'ai énoncé tout à l'heure, beaucoup d'essais se font directement à domicile et on n'a pas besoin d'y retourner une deuxième ou une troisième fois. On retrouve un petit peu de CFEP à 54 également, mais comme je vous l'ai dit, on est sur allez, une vingtaine de pourcents par rapport à la totalité. Et ensuite, les bailleurs sociaux qui sont la partie la plus minoritaire de notre activité. Ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va avoir des défis et des projets dans le développement du CICAT et le développement du service. Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, le porter éclat sur tout le territoire lorrain. Le but, c'est de passer de Moselle et quelques Meurthe-et-Moselle à vraiment tout le territoire avec les Vosges, la Meuse. Donc, on garderait la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. On essaye également de développer des partenariats avec des hôpitaux, avec des associations, pour avoir le plus de signalements et se faire connaître le plus possible. Ce qui permettrait vraiment à tout patient et en ayant le besoin d'avoir une visite à domicile par un ergothérapeute. C'est pour ça qu'on essaie vraiment d'établir des partenariats avec des institutions où pourrait passer un patient dans le cours de son traitement et de sa prise en soin. Un des défis majeurs est le centre ressources CAA. Euh, donc, on est tous un petit peu formés en ce moment, les ergothérapeutes, sur l'utilisation et la préconisation et la formation sur la CAA, qui est quelque chose d'assez spécifique. Le but, ça serait de devenir un centre ressources territorial sur la CAA pour que tous passent par nous, je veux dire, fassent appel à nous pour avoir un besoin par rapport à ça. Aujourd'hui, dans une neutralité sur le territoire lorrain, je veux dire sur une neutralité de conseil sans intérêt commercial, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un centre comme cela pour le moment, car généralement ceux qui viennent à domicile pour ça vendent ensuite par la suite et fournissent le matériel. Euh, donc le but, ça serait vraiment d'associer la CAA avec la neutralité d'information pour permettre aux patients d'avoir tout ce qu'il faut et de pouvoir bénéficier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une mise à disposition du matériel. Qui parfois, le matériel peut monter sur des 10, 15, 16 000 euros hein, pour des installations un petit peu complexes. Donc, on le sait, niveau financier, parfois, c'est assez compliqué pour certains patients. Par la suite, on va en discuter après, mais on a le projet de réaliser un showroom sous forme d'appartement témoin. Nos locaux actuels vont disparaître, on partira dans d'autres locaux, mais je ne m'étends pas sur le sujet parce qu'on va en discuter juste après. Et donc d'avoir un appartement témoin nous permettant d'accueillir les patients également dans nos locaux et de faire une démonstration de matériel également dans nos locaux avec quelque chose d'adapté. Et pour finir, des derniers projets, un des derniers objectifs va être le Fab Lab. C'est un projet qui est porté par notre chef de service actuellement. Donc le Fab Lab, le but serait de créer des aides techniques personnalisées euh, par rapport aux patients. C'est pareil, on va y revenir juste après. Pour commencer, voici un petit peu une maquette de l'appartement témoin qui y aurait dans nos nouveaux locaux. Nos nouveaux locaux, en fait, ça nous permettrait à tous d'avoir tous les services d'accompagnement à domicile de l'association Fondation Bompard, de se retrouver dans un même endroit. Que ce soit le SIAD, l'ESA, la plateforme de répit et le CICAT. On est quatre services qui fonctionnent beaucoup en collaboration par rapport à ça. Donc, ça serait de se retrouver tous sur des mêmes locaux. Ici, on voit donc l'appartement témoin qui sera un appartement témoin d'une cinquantaine de mètres carrés et qui serait entièrement adapté par rapport aux besoins. On aurait notamment du coup quelque chose à la pointe de la technologie, entre guillemets, avec vraiment l'appartement qui serait doté de domotique à commande vocale ou via une tablette
tout serait dirigeable, que ça aille de la cuisine jusqu'au volet, jusqu'à l'ouverture des portes-fenêtres, les lumières, les contrôles de la télévision, par exemple, également. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est le plus technologique possible pour montrer vraiment à chaque patient qui ne connaît pas vraiment ce qui existe, d'avoir un œil et d'avoir un visu par rapport à ça. Quelques autres exemples, on aurait notamment des rails plafonnés pour les transferts. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelque chose dans ce style-là, mais on a des personnes qui sont en fauteuil roulant notamment. L'intérêt serait d'avoir des rails plafonnés pour avoir quelque chose de transfert pour mener jusqu'à la douche euh, et montrer comment cela se passe. Et un sol à détection de chute. On parle beaucoup de téléalarme, de téléassistance à domicile, mais il y en a plusieurs qui existent par rapport à ça, dont le sol à détection de chute qui est parfois trop peu étudié. Donc voilà, ce serait vraiment d'avoir des choses un petit peu originales, d'avoir des choses qui sortent du lot par rapport à ça. Le but également de cet appartement témoin serait d'avoir un stock d'aide technique, donc comme je vous ai parlé, les 200 aides techniques, d'avoir un stock d'aide technique juste à côté, dans un local. Juste à côté de cet appartement, ce qui permettrait, lorsqu'on reçoit des patients, lorsqu'on reçoit des groupes de personnes, de pouvoir choisir les aides techniques qu'on place dans l'appartement, pour vraiment faire un environnement le plus adapté et qui correspondrait le plus à la population de personnes que l'on reçoit lors d'une visite et par exemple le lendemain de pouvoir changer ces aides techniques qui ne conviendraient pas à une personne par exemple avec une déficience visuelle ou alors une personne qui a fait un AVC par exemple. Ça, c'est vraiment le but de ce showroom. Juste à côté, on aura donc le Fab Lab, le Fab Lab qui est donc le projet porté par Margot essentiellement. Donc au niveau de la disposition de cette pièce, on aurait un bureau juste ici, mais on aura un grand espace accueil-présentation pour pouvoir faire justement tous ces ateliers dont je vous parlais au niveau sensibilisation, formation, information, on pourrait les faire à ce niveau-là. Ici, ce qui nous intéresserait, c'est cet espace conception CA. À savoir que la CAA, ça passe énormément par de la tablette, ça passe énormément par du coup des logiciels de communication pour permettre à des personnes non communicantes de retrouver une certaine communication. Ici, on aurait justement tout ce développement logiciel, mais on aurait également des fois ces développements papier. On a certaines personnes, autistes notamment, qui ont des besoins de pictogrammes et qui se fait sous plastifieuse, etc. Donc, on aurait vraiment tout notre espace conception à cet endroit-là. Et de l'autre côté, on retrouverait donc notre Fab Lab avec des imprimantes 3D, également des découpes laser. Ici, ça serait vraiment l'espace fabrication. Ça nous permettrait de fabriquer une aide technique qui n'existe pas encore, hein, entre guillemets, pour un patient totalement qui en aurait besoin. On le voit des fois à domicile, on intervient chez un patient, on fait plusieurs essais de matériel assez similaires. Malheureusement, ça ne convient pas toujours. Ici, ça nous permettrait vraiment d'avoir quelque chose qui est le plus adapté possible euh, par rapport à tout ça. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si je suis allé un petit peu trop vite non plus ou si ça va. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Voilà, je vous écoute. Eh bien, déjà, merci Romain pour cette présentation. Effectivement, il y a déjà pas mal de questions sur la présentation et sur voilà, sur le sujet. Ouais. Euh, Déjà, première question sur est-ce que vous avez dans l'équipe des personnes qui sont formées à la déficience sensorielle et quelles aides techniques sont relatives à cette formation proposée, quoi? Alors, au niveau de la formation, on n'a pas de formation spécifique. On s'est formé un petit peu sur le tas par rapport à ça, mais au niveau expérience, on a plus de dizaines de profils de déficience sensorielle au niveau de nos visites à domicile. On préconise notamment énormément de matériel sur des revendeurs, alors avec des revendeurs notamment comme C'est Flou, ça c'est plus territorial, ou Asian Bar, qui font beaucoup de loupes électroniques pour des personnes sur de la déficience visuelle ou des outils comme les téléphones. Je rebondis un petit peu parce qu'il y avait une question pour Kamal tout à l'heure sur la téléphonie, sur des smartphones vocalisés pour des personnes qui seraient en situation de malvoyance. Donc voilà, on n'a pas de formation à proprement parler par rapport à ça, mais sur le tard, on est formé, on s'auto-forme par rapport à ça et par rapport aux besoins.
Ok. Et concernant ces techniques dans l'accompagnement qui est proposé, à quel moment s'arrête l'accompagnement par rapport à la prise en main du matériel, s'il y a des techniques liées? Alors, j'ai envie de dire, dès le moment où le patient n'a plus besoin de nous. C'est-à-dire qu'on va l'accompagner jusqu'à l'acquisition du matériel. Une fois que le patient a acquis le matériel, on va pouvoir, encore une fois, l'aider à l'apprentissage, à la configuration du matériel. Je reprends cet exemple du smartphone vocalisé qui peut avoir plusieurs choses à configurer avant utilisation. Donc, on peut réintervenir 2, 3, 4, 5 fois. On n'a pas de limite d'intervention par rapport à ça. Donc vraiment, lorsque le patient n'a plus besoin de nous, c'est à peu près là où notre intervention s'arrête, pour moi. Ok. Il y avait une autre question, plus par rapport à la CA et puis, bah, l'existence de tablettes CA, par exemple. Alors, on sait que, Ouais. bah, ce matériel, ça coûte, très, très cher et effectivement, est-ce que vous donnez la possibilité à des personnes, de pouvoir l'utiliser en prêt, ou sur un temps pour, bah, permettre de voir si c'est pertinent pour eux? Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors sur une visite CA, ça va être encore un peu plus différent parce que là, on va déjà intervenir, on le sait, plus de 4, 5 fois pour déjà mettre en place tout le tableau de communication qui serait adapté à chaque patient parce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose de très personnalisé. Ensuite, évidemment, on peut le laisser en place. Comme je l'ai dit, on peut faire une mise à disposition du matériel. Donc, on peut le laisser en place, même si ce n'est pas que de laisser pour voir. C'est-à-dire que sur une personne, on peut le laisser en place des semaines, voire des mois pour le patient, encore une fois, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus trop besoin. Alors ça, on le fait pour l'instant dans des cas très précis, comme je l'ai dit, dans des cas de fin de vie. Ça se tend à se développer, encore une fois, par rapport à ça, mais bon, il nous faut du matériel hein, aussi sur ce matériel de CAA. Sinon, évidemment, on a la possibilité de laisser, avec des chèques de caution, notamment, du matériel en prêt. Pour que les personnes puissent avoir cet intérêt de voir comment ça se passe. Et pas que pour la CA d'ailleurs, pour tout ce qui est aide technologique également qu'on possède au niveau de la base vision ou au niveau d'autres besoins, on peut le laisser une semaine, 2 semaines, 3 semaines si besoin à domicile. D'accord. Et par rapport à la CA, est-ce qu'il y a des logiciels gratuits ou adaptés aux personnes sourdes ou ayant une déficience intellectuelle? Alors, au niveau de la CA, sur du logiciel gratuit, pas vraiment. Ça va être un petit peu compliqué. Par contre, sur de la déficience visuelle, oui, on ne sera pas du coup sur de la CA. On sera vraiment sur la déficience, enfin, ce qu'on appelle la déficience visuelle chez nous. Ça sera sur tout ce qui va être logiciel sur iPhone, notamment sur smartphone, mais pas sur tablette de communication. OK, OK. Heu, une question sur, bah, plutôt sur le côté géographique. Dans des départements comme les Ardennes, où il n'y a pas le dispositif, Ouais. présent, ben, Ouais. voilà, il y a des personnes qui se demandaient qui, en dehors de vous, on peut mobiliser? Voilà, ou, est-ce qu'il y a des personnes qui sont, voilà, ou alors est-ce que vous pouvez intervenir à distance sur un territoire qui n'est pas forcément le vôtre? Alors, malheureusement, on ne pourra pas intervenir à distance sur un territoire qui n'est pas le nôtre. Comme je l'ai dit, au niveau d'éclat, lors de la généralisation, normalement, tout le territoire serait couvert. Donc, il y aura des appels à projets de réaliser pour que tout le territoire soit couvert par une éclat, enfin, une éclat dans chaque territoire. Euh, Quel intervenant peut être appelé dans les cas comme ça? Ben, on sera sur de l'ergothérapeute en libéral, euh, malheureusement, donc, qui sera du coup sur une visite payante cette fois-ci avec des frais, mais des ergothérapeutes en libéral réalisent les mêmes choses qu'on peut le faire au niveau préconisation. On aura moins cette phase d'accompagnement, forcément, mais sur la préconisation d'aide technique, on pourra avoir des ergothérapeutes en libéral par rapport à ça. OK. D'accord. Une autre question concernant la basse vision et la basse audition. Quelles aides techniques Ouais. êtes-vous amené à préconiser, faire essayer et quelles sont les aides techniques que vous possédez? Numériques entre parenthèses, Ouais. et si vous pouviez donner des exemples? Ouais, alors on va séparer en deux. On va prendre déjà la déficience visuelle. Au niveau de la déficience visuelle, on va avoir le Voxy One. Donc le Voxy One qui est le smartphone vocalisé. C'est un smartphone qui avec un guide doigt sur bouton monter, valider, descendre. On a également une possibilité d'avoir tout à la voix, c'est-à-dire qu'une personne complètement aveugle pourrait utiliser ce smartphone avec du coup une utilisation d'Internet également de détection de couleurs. Enfin voilà, je vais pas me lancer dans beaucoup de détails, sinon je pourrais passer des heures. Mais
voilà, on va être sur du smartphone vocalisé. On a quatre types de loupes électroniques sous différents formats pour des personnes malvoyantes pour permettre de réutiliser une lecture sur papier. On va avoir tout ce qui va être Orcam, donc l'Orcam qui va être un stylet, donc soit l'Orcam Read, soit l'Orcam My Eye. L'Orcam Read va être un stylet qui va permettre de prendre en photo une feuille face à nous ou quelque chose, par exemple le plan d'un bus, des horaires de bus, et qui va nous permettre de le vocaliser ou l'Orcam My Eye qui va se mettre sur une paire de lunettes simplement. Euh, et de même façon, d'appuyer sur une simple touche pour pouvoir prendre une photo de quelque chose et que ça nous vocalise cela. C'est pareil sur cet outil, on va avoir la détection de visage, on va avoir la détection de couleur, on va avoir la détection de code barre également pour des produits notamment au niveau des courses, etc. J'ai peur. Alors, on va avoir tout ce qui va être téléagrandisseur également au niveau malvoyance, donc ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu les mêmes fonctions que la loupe électronique, mais sur un écran qui va être plus imposant, donc on va avoir plus de capacités de grossissement et de zoom, mais également on va avoir la fonctionnalité miroir, donc ce qui va nous permettre de parfois se voir dans le miroir ou de voir une télé sur le mur en face de nous grâce au téléagrandisseur. Sinon, on va avoir tout ce qui est balance parlante, doseur de liquide parlant. On peut se procurer parfois tout ce qui est four à micro-ondes également, adapté pour personnes en situation de malvoyance. Tout ce qui est aide à la cuisine. Et c'est un peu... Enfin voilà, ce que j'ai en tête pour l'instant, c'est ça. Mais s'il y a des besoins, après, chaque chose se fait de manière personnalisée à domicile. Au niveau des syndromes enfin, des difficultés au niveau auditif, on va retrouver, comme l'avait dit Kamal avant, au niveau des réveils, de tout ce qui va être réveil vibrant, de réveil lumineux, notamment. C'est tout ce qui me vient en tête pour l'instant au niveau auditif. Et si on va avoir justement tout ce qui va être sonnette, enfin voilà, au niveau interphone, lumineux également, encore une fois, pour pouvoir détecter quelqu'un et à sa porte et sonne. D'accord, très bien. J'avais encore une dernière question Oui. qui demande comment vous rendez accessible à des personnes sourdes signantes? Pardon, vous pouvez répéter, j'ai pas entendu la fin de la Comment question. vous, dans votre dispositif, vous Oui. vous rendez du coup accessible à des personnes sourdes signantes? Alors, par rapport à ça, c'est vrai que s'il n'y a pas d'aidants familiaux ou d'intervenants professionnels qui interviennent, c'est assez compliqué parce qu'il y a un besoin généralement de prise de contact par rapport à ça. Donc, généralement, on va trouver un interlocuteur pour pouvoir intervenir avec cette personne pour ces besoins-là. Et justement, pour se faire connaître de ce public également, de personnes sourdes signantes, on va essayer d'intervenir sur des forums destinés à ces personnes aux troubles sensoriels, aux déficits sensoriels, pour pouvoir se faire connaître et laisser des informations, etc., à la famille si besoin. Très bien. Alors, a priori, je n'ai pas d'autres questions qui Ok. sont venues sur le forum. Donc, je vais juste me permettre d'aborder une dernière question qui a été posée, auquel on n'a pas pu répondre, enfin, on n'a pas pu poser tout à l'heure pour Kamal, que je vais retrouver. Alors, voilà. Alors, Kamal, donc, on posait une question pour savoir si des SAD intervenaient au sein des logements. Alors, c'est au choix de la personne, en fait. Euh, les personnes peuvent faire intervenir des tierces personnes pour le portage de repas, pour l'entretien des locaux, pour voilà. Bien sûr, elles peuvent intervenir, mais ça va être en lien avec la personne. Voilà. Moi, je n'ai pas à m'immiscer en fait dans l'intervention des personnes qui habitent l'habitat inclusif. Voilà. Très Il bien, peut y avoir des infirmiers, il peut y avoir euh, tout type de personnes, mais il n'y a pas de contre-indication qu'un SAD puisse intervenir. Je ne vois pas. très bien. Voilà.
Ok. Bah, écoutez, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Après, est-ce que je peux me permettre de voir si jamais il y a d'autres questions qui viennent plus tard, de vous les transmettre pour y répondre? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Eh ben, écoutez, en tout cas, on n'hésitera pas. Et je vous remercie pour vos interventions à chacun. Et je remercie tout le monde d'avoir participé à ce webinaire sur l'accessibilité et sur l'ICCT. Voilà. Merci à Merci à vous. tous. Merci. Au revoir à tous. Merci. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.